Bonsoir tout le monde. On a la chance d'avoir Ilias avec nous ce soir. Ilias, c'est le cofondateur et CEO de Destigo, aujourd'hui une boîte de 15 personnes, mais aussi un alumni du batch 6 du wagon. Donc Ilias, comme tu peux l'imaginer, pour beaucoup d'entre nous, le post-wagon reste une question un peu ouverte. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup à être curieux de comment tu as construit ta carrière après le wagon. Et enfin, j'ai pu comprendre que tu es parti chez Kudos en tant que développeur full-time. Pourquoi ce choix et quel a été ton ressenti en tant que développeur tout frais sorti du wagon? Bonsoir à tous. Ça fait beaucoup de questions d'un coup. D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici ce soir parce que voilà, ça fait 3 ans que j'ai quitté le wagon. J'étais dans une des premières promos et c'est un vrai plaisir de revenir parler de mon expérience sortie du wagon. Donc je suis très content de vous rencontrer. Maintenant, sur mon expérience qui a suivi le wagon, en fait, je suis rentré chez Kudos, qui est aussi une boîte qui a été montée par un ancien du wagon, Olivier Xu. Et donc, je suis rentré chez eux en tant que développeur. On avait conclu d'un stage en fait, de 6 mois, sur lequel après je pouvais rentrer en CDI. Et pour la petite histoire, ils étaient vraiment en mode start-up au dernier étage de la maison d'un des fondateurs, Pierre. Et donc c'était en mode start-up garage, quoi. Donc on était au dernier étage. Et donc j'ai voulu rentrer dans une autre boîte, enfin dans une start-up pour faire développeur. Parce que je pense qu'à la fin du wagon, on commence à avoir une connaissance du code, on a de bonnes bases. C'est le but, je pense, du wagon, d'avoir des bases solides. Mais après, il faut construire par-dessus. Et donc voilà, c'était le but de rentrer en tant que développeur dans une autre boîte. Et est-ce que tu as ressenti que ça t'aidait en fait, d'avoir peut-être une équipe autour de toi, de pouvoir travailler tous les jours sur ce que tu avais appris pendant le wagon? Est-ce que... Ouais, alors je travaillais avec un gars qui est maintenant mon ami, qui s'appelle Jérôme Boé, qui était lead dev chez eux. Et donc, il supervisait mon travail. C'était mon mentor dev chez Kudos. Et c'était vraiment, je pense, enrichissant de pouvoir travailler avec lui, avec les fondateurs aussi, parce que du coup, on était une équipe de 4, 5, il y avait des stagiaires aussi, c'était 4, 5, 6. Et donc, c'était aussi l'environnement entrepreneurial que je pouvais découvrir en bossant chez eux qui était intéressant, et de voir vraiment le début d'une start-up. Comme je disais, on était au dernier étage d'une maison avec les fondateurs qui bossaient dans une chambre et nous qui bossions dans une autre. Enfin, voilà, et donc c'était très enrichissant. D'accord. Je pense qu'il y aura très certainement plus de questions tout à l'heure sur pourquoi ce choix du full-time versus aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, je pense, regardent vers la freelance versus le full-time et l'un ou l'autre. Mais du coup, c'est à ce moment-là que tu as eu l'option d'aller à HEC? Ouais, alors j'ai considéré faire le master HEC entrepreneur sur la fin du wagon. Et il se trouve que voilà, quand je suis rentré chez Kudos, je leur ai expliqué, voilà, j'ai la possibilité de faire HEC entrepreneur. Donc si jamais je suis pris, je quitterai la boîte et j'irai faire HEC entrepreneur. Et donc il se trouve qu'il y avait un des fondateurs qui avait aussi fait HEC entrepreneur. Et puis les deux venaient d'HEC, donc ils ont tout à fait compris l'opportunité qui était offerte. Et donc ils ont tout à fait compris le fait que j'allais choisir ça. Maintenant, je pense que voilà, s'il n'y avait pas eu cette opportunité-là, je serais resté chez eux en tant que dev je me voyais bien faire quelques années en tant que dev pour vraiment asseoir mes compétences de développeur. Mais voilà, l'opportunité de rencontrer peut-être d'autres gens dans un autre environnement avec vraiment quelque chose. Le Master HEC Entrepreneur est très appliqué vraiment au développement d'activités. Donc c'était une super opportunité pour moi que j'ai saisie. D'accord. Et du coup, tu as fait HEC, et c'est pendant HEC que tu as eu l'idée de créer Destigo? Est-ce que... L'idée, elle ne vient pas du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, nous, elle n'est pas venue du jour au lendemain. Je voulais développer une start-up au début quand j'étais en master HEC, qui était totalement différente et qui était liée plutôt à comment faire un beau cadeau au sexe opposé. Ça s'appelait The Wingman. C'était une idée, je pense, qui
mériterait encore d'être développé aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des plus jeunes promos d'HEC qui m'ont contacté parce qu'ils essayaient de développer à peu près la même chose. Et il se trouve que j'ai démarré ce projet, j'ai contacté Pierre, qui est actuellement notre CTO, Pierre Paquet. Je l'ai contacté en lui pitchant cette idée sur LinkedIn. Il était en études en Angleterre. Et maintenant, après coup, je sais qu'il trouvait que l'idée était pourrie, mais il a accepté quand même de jouer le jeu et de bosser avec moi. Et ensuite, on s'est associé à un autre ami en fait, qui était dans ma promo d'HEC Entrepreneur, qui s'appelle Guillaume Laporte, et qui est aujourd'hui le CEO de Destigo. Et donc voilà, on a regroupé nos forces au cours du programme en fait, d'entrepreneuriat d'HEC. Parce qu'on commençait en fait à avoir des projets qui étaient très similaires dans le voyage, et donc on s'est dit voilà, on est potes, on se connaît, on a des expériences et des backgrounds complémentaires, donc autant s'associer. D'accord. Et quelle a été ton expérience en fait après ce choix d'avoir fait développeur full-time et ensuite de passer dans l'entrepreneuriat et de créer ta propre boîte en fait. Quelles a été pour toi les différences et pourquoi l'un, pourquoi l'autre à partir du moment où tu as créé Destigo? Déjà, j'avais depuis le début, quand je suis rentré au wagon, j'avais envie de monter ma boîte, j'avais envie d'être entrepreneur. Maintenant, je pense que c'est pas évident de monter sa boîte. Il faut une équipe, il faut un timing, et il faut, je pense, un marché aussi, avec des gens qui sont prêts à utiliser à accepter ou aimer ta proposition de valeur. Et donc ça, avoir les trois regroupés en même temps, c'est pas évident. Donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance en fait dès la première création de boîte qu'on a faite de réussir dans cette épreuve. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc je savais que je voulais être entrepreneur. HEC Entrepreneur était vraiment une belle opportunité après avoir fait le wagon. D'ailleurs, maintenant, je sais qu'il y a une track entre la promo d'HEC Entrepreneur et le wagon, donc je suis très content qu'elle existe. Et voilà, et donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et après, le fait de rencontrer ces deux associés, d'ailleurs 3 associés, puisqu'on avait un 4e associé qui s'appelait Julien, qui a démarré la start-up Destigo aussi avec nous. Le fait d'avoir ces associés au bon moment, avec une idée qui nous plaisait tous et avec un marché qui pouvait fonctionner, voilà, il faut le trouver. D'accord. Donc tu nous parlais un peu de la première idée qui est venue et l'équipe qui s'est construite. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu le concept de Destigo et comment il a évolué depuis le point A jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui? Donc aujourd'hui, Destigo, c'est une technologie d'intelligence artificielle qui permet aux entreprises du voyage de créer des chatbots pour leurs voyageurs. Donc on les aide dans la construction de ces chatbots avec notre technologie. On a aussi créé une plateforme qui permet de créer des chatbots facilement sans grande connaissance de code. Donc c'est des profils type école de commerce chez nous qui développent les bots en interne. Et donc voilà, donc on est aujourd'hui une startup B2B qui s'adresse à des entreprises du voyage. Au début, on voulait faire du B2C, et donc on voulait faire de la recommandation de voyage pour les couples et les amis, enfin les groupes d'amis. Donc on a beaucoup shifté depuis ce moment-là. Ce qui s'est passé en fait concrètement, c'est que donc quand on était sur la fin du programme d'HEC où on avait l'opportunité de monter notre boîte, on a fait un MVP justement de cette plateforme de réservation de voyage en groupe, en couple ou entre amis. On a fait, je crois, on a eu 6 voyageurs, des gens qu'on ne connaissait pas, donc c'était pas des potes, c'était voilà, des gens qui ont entendu parler du projet et qui ont testé, et donc on était hyper fiers d'avoir ces 6 voyageurs. Mais en fait, on s'est assez vite rendu compte que démarrer dans le B2C et dans le domaine du voyage, c'est très compliqué. Il faut soit beaucoup d'argent pour démarrer, soit une UX ou un design incroyable qui change vraiment l'expérience de réservation de voyage. Et ça, on en était loin. On avait une équipe de fondateurs qui était très tech. On avait deux ingénieurs très bons en code et aussi en intelligence artificielle
Et donc, c'était voilà, faire une plateforme de réservation de voyage, on ne voyait pas forcément l'intérêt. Et donc, assez vite, on s'est dit, il faut peut-être qu'on se ressente vers une technologie plus, justement plus proche de l'intelligence artificielle et avec un axe plutôt B2B pour justement commencer et percer avec des premières entreprises. Donc le B2C, c'est bien, on y pense. En fait, quand on est utilisateur, on se projette vite en tant qu'utilisateur de notre startup. Mais finalement, pour démarrer, il y a souvent beaucoup de barrières et il faut soit des fonds, soit vraiment un concept différenciant pour démarrer. D'accord. Et ok. Et du coup, donc le pivot, vous l'avez fait avant d'être accéléré ou après? Du coup, il y a eu plusieurs pivots. Il y a eu le premier pivot de se dire, parce que je vous en ai pas parlé de celui-là, mais c'est comment je suis passé des cadeaux à faire à une femme à les voyages. C'est qu'en fait, on a fait pas mal d'études, de terrain, on a interrogé énormément de gens, on a fait des sondages, on a fait plein de trucs, et on s'est rendu compte qu'en fait, un truc qui plaisait tout le temps, c'était d'offrir un voyage. Et que c'était en même temps galère et vraiment long à organiser. Et du coup, voilà, donc à ce moment-là, on a fait un premier pivot du coup avec Pierre, et on s'est dit, c'est bête, il y a Guillaume et Julien qui font à peu près la même chose dans notre programme. Ils voulaient faire aussi de la recommandation de voyage, et on s'est dit, bon, voilà, on va s'associer, on va essayer de travailler ensemble tous les quatre. On est parti dans le B2C, on a fait nos 6 voyageurs. Suite à ça, on s'est rendu compte des blocages. On a pivoté vers le B2B. Et là, il y a eu une grosse période. Donc, quand on était à l'accélérateur du Nouma, on est rentré à l'accélérateur du Nouma. On a eu beaucoup de chance d'ailleurs d'être pris, je pense, à un stade si jeune, parce qu'ils croyaient justement en l'équipe et en notre capacité à faire pivoter notre projet, justement. On a eu toute une période d'été, en fait. On a passé quasiment de juin à fin août à sonder notre marché, interroger beaucoup de gens dans le domaine du voyage, du voyage et du voyage d'affaires, autant des voyageurs que des responsables des responsables voyage au sein des entreprises, des OTA, donc c'est les Online Travel Agencies, des compagnies de voyage. Enfin, on a interrogé énormément de gens. Et on s'est rendu compte finalement qu'ils avaient tous des besoins un petit peu différents et qu'il fallait arriver à leur construire finalement une solution qui serait adaptable en fonction de leurs besoins. Au même moment, il y a eu donc c'était fin 2016, il y a eu c'était juste avant l'été 2016, il y a eu Facebook qui a annoncé le lancement des chatbots sur Messenger. Donc voilà, grosse vague, grosse hype autour des chatbots. Et là, on s'est dit, OK, il y a un truc à faire entre les chatbots, le voyage. Il faut le voyage, c'est aussi un domaine où il y a un manque dans l'accompagnement des voyageurs, un manque technologique en particulier. Et donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose à ce moment-là. Et je pense qu'il y a eu aussi la clairvoyance de notre CTO, Pierre, qui voulait, dès le début, faire quelque chose d'assez... comment dire assez transversal. Il voulait faire une technologie qui soit adaptable en fonction des besoins, justement, et qui soit modulable. Donc aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de créer vraiment des chatbots sur mesure pour nos clients, sur lesquels forcément il y a une base de connaissances qui est duplicable et qu'on peut réutiliser d'un client à l'autre. Mais on a en tout cas un outil qui nous permet de faire des chatbots vraiment sur mesure pour nos clients. Et donc ça, c'est hyper valorisable aujourd'hui sur notre marché. Super. On est dans un batch là deux batchs où il y a eu beaucoup de pitch et je pense beaucoup d'entrepreneurs après le programme. Et du coup, peut-être te demander un peu quels sont sur le plan perso en tant que pro, les hauts, les bas dans la vie d'un entrepreneur, peut-être à Paris, peut-être en Europe, mais les choses qui t'ont plu, les choses qui t'ont moins plu, les choses que tu as appris aussi. Alors, des hauts débats, il y en a énormément. Nous, on a pris plein de claques, et en particulier dans les moments, je pense, où on s'y attendait le moins. Dans les moments où on est trop confiant et on se dit, c'est bon, ce pitch, on va le tuer. Les gens du jury, on les connaît. Parce qu'au début, on fait beaucoup de pitch pour des jurys et pour rentrer dans des incubateurs ou des accélérateurs, ce genre de choses.
Et on se dit, voilà, le pitch, on va le tuer, on va rentrer. En fait, non, pas du tout. Il se trouve qu'il y a un mec qui nous défonce pendant le pitch. Et on ne sait pas pourquoi il pense que ce qu'on fait, c'est nul. Et voilà, et ça se passe pas très bien. Et donc, là, il faut vraiment être persévérant et se dire, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi la première fois qu'on n'y arrivera pas plus tard. Je crois voilà, on a plusieurs expériences, en particulier le Welcome City Lab, où on est aujourd'hui. C'est un incubateur de la mairie de Paris qui est spécialisé dans le domaine du voyage, qui nous a d'ailleurs apporté beaucoup depuis qu'on y est. On n'y est pas rentré du premier coup. La première fois, ils nous ont recalé parce que justement, je pense qu'on était trop confiants, on pensait trop que ça allait bien se passer, et finalement, il se trouvait qu'on n'a pas réussi à convaincre tout le monde dans l'auditoire. Pareil, quand on a voulu avoir les aides Scientipol, c'est pas passé du premier coup. Enfin, voilà, il y a des hauts, des bas. Il faut surtout persévérer et se dire que si on va dans la bonne direction et qu'il y a justement il y a suffisamment de réception au niveau du marché, je pense que c'est le plus important, au niveau du marché et de vos utilisateurs ou de vos clients, c'est qu'il faut persévérer et qu'il y a quelque chose à faire. Et du coup, les hauts, peut-être pour toi, le premier moment qui te vient à l'esprit quand je te dis un moment où vous étiez vraiment fier de ce que vous avez créé? Il y en a eu plusieurs. Je pense que les premiers recrutements, c'est hyper excitant parce qu'on sent qu'on est vraiment en train de créer une vraie boîte. On n'est plus juste entre fondateurs en mode projet. Et on est vraiment en train de recruter des personnes qui vont se donner à fond dans notre projet et qui croient autant que nous. Donc ça, c'est hyper excitant. En particulier, nos premiers employés, Flavien, qui est aujourd'hui mon bras droit, il avait l'opportunité de faire autre chose à la base, qui était un peu un rêve pour lui, d'aller travailler au PSG. Et on l'a convaincu, après son stage, de finalement rester chez nous et de bosser pour notre startup. Et ça, c'était vraiment un gros win. Et puis après, je pense qu'il y a eu la levée de fonds aussi, le fait d'arriver à... Parce que la levée de fonds, c'est quand même assez fatigant, assez éreintant. On rencontre beaucoup de gens. On se prend pas mal de bâches, des gens qui nous disent ouais, mais je suis pas convaincu, la taille du marché, le business model, tout ça. Et voilà, il suffit de convaincre finalement les bonnes personnes, d'arriver à persuader les bonnes personnes, et on y arrive au final. Et donc je pense que ouais, arriver à lever des fonds avec Partech en plus, qui est un gros acteur du marché parisien et même international. Pour nous, c'était une vraie grosse victoire. Ouais. Et bon, il y a plusieurs trucs du coup sur ce que tu viens de dire, mais moi, personnellement, petite anecdote, du coup, je suis prof de ski, et ayant eu 9 élèves dans un cours, ça me paraît, c'est immense parce que tu en perds toujours un quelque part. Et donc une équipe de 15 personnes, pour moi, c'est une grande équipe déjà. Et du coup, sur le côté du recrutement, quelle est peut-être ta philosophie et peut-être des trucs dont on peut apprendre de tes expériences? Et ouais, je pense que... Concrètement, au début, on a recruté un peu vite et je pense qu'on a eu de la chance sur les premiers recrutements parce qu'ils auraient pu être... ils auraient pu mal se passer, alors qu'au final, on a recruté des personnes exceptionnelles. Je parlais de Flavien, je pense que c'était notre premier employé. On a eu énormément de chance de tomber sur ces gens-là alors qu'on était très peu expérimentés en termes de recrutement. Maintenant, ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment voir plein de gens quand on veut recruter sur un poste. Le premier écueil, c'est de se dire cette personne, elle est top, il me la faut, je veux vraiment qu'elle vienne bosser dans ma boîte. Et en fait, quand on a vu 10 ou 15 de plus, tu te rends compte que disons que tu relativises et voilà, tu as de quoi comparer les profils. Donc je pense que voilà, la première chose, c'est de vraiment screener pas mal de gens avant de prendre une décision. Et puis maintenant, essayer aussi. On a mis du temps à avoir un process de recrutement. C'est un truc qui n'est pas facile à mettre en place. En plus de ça, sur des postes où parfois le poste n'est pas hyper bien défini, où il est encore en construction, et donc tu as besoin de faire des exercices ou des tests qui vont te permettre de mesurer les compétences d'une personne. Ça, c'est pas évident, mais il faut vraiment se forcer à les faire. Je vous conseille de lire la méthode Who aussi, qui est un livre hyper intéressant sur le recrutement. La méthode comment? Où? Who, De ouais. qui?
Alors, je me rappelle plus On l'auteur. notera Ça, peut-être après. c'est On terrible. le verra. Mais, Je pense qu'il doit connaître. le livre est hyper connu. Vous tapez méthode Who sur Internet, vous le trouverez. Et donc voilà, il y a un truc qui est hyper important aussi, c'est de faire des scorecards. C'est de décrire exactement ce que vous recherchez comme compétences pour un profil. Et en fait, ça vous permet d'être beaucoup plus clair sur ce que vous voulez et de mesurer beaucoup plus la personne que vous avez en face de vous aussi derrière. Voilà, je pense que c'est quelques conseils. D'accord, ouais. Super. Et après, moi, je pense, je ne suis pas le seul qui m'intéresse, mais peut-être, est-ce que, selon toi, en regardant sur les dernières années du projet, vous avez progressé vachement vite, est-ce qu'il y a un élément clé ou plusieurs dont tu penses qui a vraiment fait la différence, qui a fait que vous êtes arrivé où vous êtes arrivé aujourd'hui aussi vite et dans la manière dont vous l'avez fait? C'est pas évident comme question. Je pense qu'il y a plein de choses. C'est une accumulation de plein de petites décisions en fait, que tu prends au cours de la création et de la montée de la boîte. Je pense que le plus important, c'est d'arriver finalement, enfin voilà, beaucoup de VC le disent en early stage. Ce qui est important, c'est d'avoir une équipe. Il faut une équipe qui est compatible, pas seulement au point de vue des compétences, parce que du coup, voilà, déjà, faut avoir des compétences bien suffisamment distinctes pour pas se marcher sur les pieds, être capable de se répartir des tâches différentes. Au début, c'est parfois un peu flou, mais finalement, avec la croissance de la boîte, ça se voit de plus en plus. Et puis surtout compatible au niveau aussi personnel. Je pense qu'un truc qui finalement a bien marché avec nous, là, les fondateurs, c'est finalement d'arriver à trouver un équilibre à trois aujourd'hui, où même quand on n'est pas d'accord, on finit par trouver une solution et à surmonter ce conflit. Et je pense que c'est hyper important parce que finalement, au cours de la vie d'une boîte, il y aura plein de choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord et plein de problèmes que vous rencontrerez. Et finalement, trouver le moyen de bosser à plusieurs et de surmonter les problèmes pour ne pas rester bloqué 15 ans sur une question, c'est hyper important, je pense. Et c'est ça, je pense que c'est ça, nous, qui nous aide à avancer et à avancer vite. Merci. Du coup, je vais rebondir sur une question un peu plus simple. Est-ce que tu codes toujours? La réponse est non. La réponse est non, mais je vois passer du code en permanence. Voilà, on a une très très grosse équipe tech, même au sein de mon équipe qui normalement n'est pas censée coder. Il y a besoin régulièrement de comprendre du code. Voilà, je vais pas dévaloriser le wagon en disant que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est lire des docs API, mais je lis je lis régulièrement des docs API justement pour mon travail. Mais non, je code plus. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est de comprendre. L'important, c'est de comprendre de quoi ça traite, d'arriver à en parler avec les bonnes personnes et puis d'arriver à trouver des solutions ensemble. Donc, et je pense que c'est aussi à ça que sert le wagon. C'est pas forcément faire de tout le monde des développeurs, mais c'est aussi de rendre tout le monde, comment dire, que tout le monde comprenne le code facilement et puisse interagir avec des développeurs facilement. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt du wagon. Super. Et tu parlais des chatbots, comme tu étais passé par là aussi, on a eu les pitchs récemment, il y a les projets qui se préparent, et peut-être pas, il y en a qui seront dans des chatbots. Du coup, ma prochaine question, c'est plutôt sur ça. Et qu'est-ce que tu en penses en fait? Qu'est-ce que tu penses des chatbots, de la hype dont tu parlais, peut-être de l'avenir? Et quelle est ta pensée sur les chatbots en général? Alors oui, comme je disais, je pense que nous, on a saisi une opportunité à un moment donné qui était la montée des chatbots et la montée des applications de messagerie. Maintenant, je pense qu'il y a une phase de hype qui est en train un petit peu de retomber. Cette phase de hype, elle a généré en fait la création de beaucoup de boîtes ou alors la transformation de beaucoup de boîtes qui étaient qui étaient avant finalement des agences de développement web.
et qui ont shifté vers la création de chatbots, ou alors qui, parmi leurs compétences, ont rajouté la création de chatbots, mais qui, par contre, avaient une portée limitée sur la création des chatbots, qui faisaient des chatbots assez simples, souvent avec uniquement des boutons, une compréhension de langage assez faible. Et donc je pense que maintenant, on va rentrer dans une phase où on va vraiment voir se démarquer les chatbots qui sont plus complexes, qui apportent vraiment de la valeur ajoutée aux utilisateurs et qui comprennent vraiment les utilisateurs quand ils leur parlent. La partie de compréhension de langage, qu'on comprenne bien, c'est pas un sujet évident, c'est pas un sujet facile du tout, c'est un vrai sujet de R&D aujourd'hui. Chez nous, on fait de la R&D sur ce sujet-là. Et comprendre une phrase, comprendre un message de zéro, c'est un truc qui est en train de se démocratiser. Il y a des plateformes de compréhension de langage qui sont ouvertes de plus en plus pour tous les développeurs. Par contre, comprendre un message dans un contexte et dans une suite de messages, dans une conversation de manière globale, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça demande vraiment des efforts de R&D. Donc on travaille en particulier là-dessus. Donc je pense que on se dirige vers en particulier pour les chatbots, les chatbots par messagerie, vers des chatbots qui auront de plus en plus de fonctionnalités, je pense, intéressantes, de plus en plus complexes et qui comprendront les utilisateurs mieux dans un contexte global. Donc, toujours ayant une manière plus humaine de communiquer avec les utilisateurs. Et donc, ça reste une interface qui, en fonction du projet, peut être vraiment bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des interfaces qui sont parfois trop compliquées pour la plateforme, alors que le chatbot, ça peut toujours... je pense que parfois, c'est mal utilisé, en fait. Et donc, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir peut-être si tu as une situation en tête ou un exemple où ça a été mal utilisé. C'est peut-être question difficile de ma part et auquel cas je... pour avoir un peu... je citerai personne, mais les chatbots qui envoient une notification pour te demander d'appuyer sur une quick reply, donc il y a juste un bouton en dessous pour savoir si tu as chaud ou tu as froid. Je trouve pas ça particulièrement utile et finalement c'est de la génération de stats faussées, quoi. C'est vraiment pas pertinent. Maintenant, encore une fois, je pense que la pertinence des chatbots, c'est de pouvoir comprendre les utilisateurs quand ils ont une demande un peu plus complexe à formuler. Typiquement, nous, on a créé le chatbot de la RATP. La complexité, c'est de dire je veux comment aller de Bastille à Gare du Nord en bus pour y être à 18h. Là, il y a un peu plus de complexité déjà dans ce message-là. Et puis ensuite, le deuxième niveau de complexité, donc, qui est de comprendre le message, le contexte global, c'est de se souvenir de ce que l'utilisateur a demandé précédemment et de ne pas lui reproposer un truc qui n'a aucun rapport alors que l'utilisateur venait de poser la question. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment là où les chatbots pourront avoir un intérêt dans la réponse automatique d'une question qui est quand même un petit peu complexe à comprendre, mais qui finalement pour un humain ne serait pas si difficile. Typiquement sur toute la partie de support client, il y a beaucoup de demandes qui sont récurrentes pour le support client et qui sont à faible valeur ajoutée pour eux, parce que finalement c'est écrit dans leur FAQ, mais les gens ont la flemme d'aller chercher, mais c'est pas si compliqué. Si j'ai telle carte de fidélité, à quels avantages j'ai le droit pour prendre le train par exemple. Bon, ça fait perdre du temps au service client et en même temps les utilisateurs aimeraient avoir une réponse automatique ou une réponse instantanée à ces questions-là, sans aller passer trop de temps à chercher dans les FAQ. Et donc c'est sur ce genre de demande où les chatbots ont vraiment un intérêt, je pense. D'accord, ok. Edouard. Attends, monsieur, sur le chatbot du coup. Secteur. Donc pourquoi on s'est spécialisé dans le voyage. Bon, déjà on avait très honnêtement, on avait démarré un domaine dans le voyage.
On avait des fondateurs aussi, pas pour ma part, mais en tout cas, Guillaume avait travaillé chez Expedia auparavant. Il venait d'une école hôtelière, enfin l'école hôtelière de Lausanne. Pierre avait travaillé chez Price Match, racheté par Booking. Enfin, il y avait un background qui faisait qu'on était quand même attiré par le domaine du voyage. Et à côté de ça, quand il y a eu l'opportunité des chatbots, on s'est dit que c'était typiquement le domaine qui serait propice au chatbot, parce que les voyageurs ont des besoins instantanés, ils ont besoin de savoir rapidement, d'avoir rapidement une information. Tu es dans le taxi, tu veux savoir de quel terminal part ton vol. Il faut qu'on t'apporte la réponse rapidement, tu n'as pas envie de chercher pendant 15 ans. Donc c'est des cas d'usage où tu as envie de printer ton boarding pass, tu vois, des choses comme ça, où en fait tu as besoin d'une réponse très vite. C'est des cas d'usage dans le voyage où il y a un sentiment d'urgence auquel le chatbot répond bien. Et donc voilà, on s'est dit que finalement, rester dans le voyage pour faire des chatbots, c'était pertinent. Et à côté de ça, se spécialiser pour démarrer, c'est aussi pertinent. Maintenant, notre technologie n'est pas spécialisée dans le voyage. Ce qui est spécialisé dans le voyage, c'est l'entraînement que l'on donne à nos algorithmes et justement à cette technologie. C'est-à-dire qu'en ayant traité des cas d'usage du voyage, on a entraîné notre intelligence artificielle dans des cas d'usage du voyage. Et aussi, on apporte une expertise dans ce domaine-là que d'autres concurrents n'ont pas. Voilà. Est-ce que je ne sais pas du tout au timing où on en est en fait. Donc en fonction de toi, je peux continuer? Je continue un peu, ouais, si tu veux. Ok, super. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, du coup, j'ai une autre question. Je me lance dans le monde de l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu as des choses que tu aurais fait différemment aujourd'hui en regardant dans les 2 dernières années? Est-ce que tu as des choses que tu aurais fait différemment ayant appris tout ce que tu as appris? J'aime pas trop penser. J'aime tout fait parfait. Non, mais je pense pas avoir fait tout fait parfait, pas du tout, loin de là. Mais je regrette pas du tout ce qui s'est passé. Je regrette pas d'avoir fait les erreurs que j'ai faites. Et je pense qu'en fait, il faut juste arriver à tirer des apprentissages de chaque erreur qu'on fait. Et donc non, je regrette pas. J'aurais pas fait les choses différemment, je pense. Maintenant, voilà, faut tirer des apprentissages et se dire comment dans le futur on va être meilleur. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire avec Guillaume et Pierre tous les jours dans notre boîte. On apprend aussi de nos employés qui parfois nous font des retours cinglants sur certaines choses, peut-être qu'on ne fait pas très bien en tant que jeune fondateur. Mais, comme quoi, par exemple? Je veux dire, tous les trois, on est sortis, voilà, on est tout fraîchement sortis d'école. On a eu quelques expériences assez courtes avant de monter notre boîte. Voilà, une équipe de 15 personnes, on n'a jamais eu l'occasion de manager une équipe de 15 personnes avant ça. Donc, je ne pense pas qu'on fasse mal les choses. Je pense qu'on fait très attention au bien-être de nos employés et au bien-être de la boîte. Mais ça arrive qu'on soit maladroit parfois et qu'il faille rectifier les choses. Et donc voilà. Mais je pense qu'on est toujours très, très ouvert pour discuter avec les gens de la boîte. Ils savent très bien qu'ils peuvent venir nous parler. Et c'est justement aussi pour ça que parfois ils nous font des retours. Parce qu'on sait s'améliorer, on sait reconnaître quand on peut faire des choses maladroites. Et donc, voilà. Okay. Et dans l'année qui vient, est-ce que vous avez des idées dans quelle direction vous voulez diriger, sur quel point vous voulez vous améliorer, sur quels sont peut-être les plus gros objectifs pour atteindre votre big picture? Alors, on a pas mal d'objectifs. On a levé donc 1 million d'euros en juin dernier. Commercialement, aujourd'hui, ça se passe vraiment bien, mais il faut qu'on accélère la croissance en s'étendant en particulier à l'international. Donc, on commence déjà à faire des chatbots dans d'autres langues. On fait du néerlandais, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol. Donc, on commence à s'étendre à l'international, mais il faut accélérer cette croissance. Donc, commercialement, c'est voilà, de grandir commercialement. D'un point de vue produit, aujourd'hui, la plateforme qu'on a créée, elle était principalement utilisée par les gens en interne, donc les chatbot product owners. Cette plateforme, on voudrait au maximum l'externaliser dans l'année à venir.
Donc ça passe par tout un processus de SaaSification, donc une vraie réflexion produit. L'avantage d'avoir commencé avec une plateforme qu'on a gardée en interne, c'est de pouvoir aller très vite en fait. On a fait plein d'erreurs sur la plateforme, on mettait en prod très rapidement des features qui étaient parfois dégueulasses, mais au moins elles fonctionnaient, elles nous permettaient de livrer un truc au client et voilà. Et d'un point de vue front, c'était absolument horrible. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus. On a une développeuse front qui travaille avec nous là-dessus. On recherche un product designer en ce moment même. Donc voilà, on a un vrai objectif de SaaSification de notre plateforme. Et puis voilà. Et puis moi perso, il faudrait que je fasse un peu plus de sport. J'ai pas assez de temps de faire du sport, mais c'est tout. Voilà. Bonjour, Boalem Alouche, je suis actuellement étudiant au batch. C'est combien 134. Alors moi j'avais une question, je suis assez intéressé par ce que vous faites, surtout sur les chatbots. Je voulais savoir dans quelle mesure vous arrivez, je pense qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui font des chatbots, et vous aujourd'hui, comment vous arrivez à vous démarquer, soit d'un point de vue technologique ou d'un point de vue marketing, comment vous arrivez dans cette jungle du chatbot à vous démarquer et à arriver à choper des clients comme la SNCF? Alors, je pense qu'on a plusieurs points de différenciation. Le premier, évidemment, c'est la spécialisation dans le domaine du voyage. On parle à des acteurs dont on connaît le métier, dont on connaît les enjeux, et avec une technologie qui permet de répondre à leurs besoins. Donc ça, déjà, je pense que c'est un fait marquant. Deuxièmement, on a une technologie, je pense, honnêtement, je ne rougis pas en disant ça, on a une technologie qui est en avance, qui est très avancée par rapport à l'état du marché, sur la partie compréhension de langage, et justement la partie contextualisation des messages. Également, on travaille beaucoup sur le fait que les bots soient capables de comprendre automatiquement ou de détecter automatiquement lorsqu'ils s'éloignent d'un comportement nominal. Donc c'est des vrais sujets de R&D. On a vraiment une équipe R&D dans la boîte qui s'occupe de ça. Et donc je pense que c'est ça qui fait la différence. Ces gros acteurs du travel croient en notre capacité de grandir encore, de faire grandir cette R&D et de leur apporter des outils qui seront à la pointe de la technologie sur le domaine des chatbots dans les mois et les années à venir. Donc vraiment, je pense que c'est ces deux faits différenciants qu'on met souvent en avant et qui, je pense, font la différence. Merci. Donc Nina, je suis batch 134 et aussi HEC Entrepreneur. Tu as parlé que l'association, vous aviez eu beaucoup de chance dès le premier coup. En l'occurrence, en tout cas en HEC Entrepreneur, c'est une question qu'on développe beaucoup. Qu'est devenu le quatrième associé ? Alors, on est toujours en contact avec lui, hein, on est toujours très amis. Il s'appelle Julien. En fait, c'était à un moment donné, je vais en parler librement, hein, c'était à un moment donné avant la levée de fonds, donc à un moment donné où on commençait à chercher des fonds, où lui aspirait à d'autres envies, à d'autres choses professionnellement. Finalement, il s'éclatait plus dans ce qu'il faisait dans la boîte. Et donc il a eu envie de partir. Il nous en a parlé, on en a discuté longuement les 4 associés. Et honnêtement, son départ s'est fait de façon tout à fait propre, je pense. On a fait les choses dans les règles. Aujourd'hui, il a pris un peu de temps, lui, pour... voilà, quand tu montes une boîte, c'est quand même assez éreintant. Donc, il a pris le temps un peu pour se ressourcer. Et puis ensuite, il a été embauché chez Théodo. Ils ont plusieurs entités. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, mais je crois que c'est celle qui s'occupe des applis dans laquelle il est. Et donc, il est parti chez Théodo et il est très, très heureux aujourd'hui. Et il vient toujours au teuf qu'on fait chez Destigo et on est toujours très potes avec lui. Mais du coup, si je peux continuer, c'est normal de pas, après quelques mois, finalement, de pas avoir la même équipe de fondateurs qu'au début. En fait, il y a plein de boîtes pour qui c'est le cas. Il y a plein de raisons différentes, mais il vaut mieux que ça arrive tôt que tard parce que, voilà, on est quand
cette séparation se fait tôt, finalement, je pense elle peut beaucoup mieux se faire que quand elle se fait tardivement, où tout le monde a des parts, il y a des investisseurs, il y a plein de contraintes externes qui font que vite, ça peut partir sur des conflits. Donc je pense qu'il faut arriver à s'en rendre compte assez tôt, c'est le mieux. Bonsoir, je suis là. Du coup, en fait, j'ai une petite question. En fait, c'est plus sur les chatbots. Alors, j'aimerais savoir en fait quels sont pour toi les principes de base à respecter lorsqu'on crée un chatbot si on veut avoir en fait une bonne expérience utilisateur. Est-ce que pour toi, il y a une customisation qui est tout le temps qu'on doit toujours mettre en place une customisation sur son chatbot, ou il y a vraiment quelques principes de base qu'on peut respecter et qui vont faire que l'expérience utilisateur sera vraiment magnifique, quoi. Alors, pour les principes de base, je ne vais pas tous les énumérer parce que je pense qu'on peut y passer 1 heure. Mais globalement, déjà, pas mentir à l'utilisateur sur le fait que c'est un chatbot. Je pense que c'est hyper important. Donc, dès le début, dire que c'est un bot. Pas lui faire croire que c'est un humain, en fait. Ça, c'est hyper déceptif, je pense. D'ailleurs, nous, on le dit tout le temps. Et derrière, on fait aussi de la redirection vers des agents humains. Parce qu'on sait très bien que le bot ne sera pas capable de répondre à toutes les demandes. Et donc, on redirige vers des agents humains. Autre chose, je pense qu'il faut aussi vraiment passer beaucoup de temps à réfléchir à toutes les choses pertinentes que les utilisateurs pourraient demander. Et même si tu n'as pas de réponse à leur apporter, leur dire que tu as compris ce qu'ils ont demandé. Leur dire désolé, je sais pas, je dis un truc au pif, mais désolé, je ne sais pas donner les perturbations sur le RER aujourd'hui, mais ça va venir. Voilà. Genre, comprendre qu'il t'a demandé une perturbation sur le RER et pas sur le métro, par exemple. Et donc vraiment montrer à l'utilisateur que tu comprends et pas lui dire en permanence désolé, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux reformuler? Voilà. Après, en fonction du canal que tu utilises aussi, bien adapter ton bot. Par exemple, voilà, Messenger donne énormément d'outils pour du X pour faire un bot super. Donc éviter les messages trop longs et parfois préférer tu vois, des sliders ou des listes ou des outils d'UX qui sont fournis directement par les plateformes de messagerie. Puis voilà, je pense que déjà ça fait 3 points intéressants à regarder. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? En parallèle de la montée des chatbots, enfin peut-être un peu plus tard, tu as la montée tout ce qui est reconnaissance vocale et Google Home, Alexa, etc. À quel point tu penses que ces technologies qui vont finir par communiquer entre elles? À quel point tu penses que dans un moment, on parlera directement au bot Voyage SNCF par la voix et non plus par le texte? Ou tu penses que c'est pas du tout le cas Je pense que ces technologies vont être amenées à grandir énormément. Aujourd'hui, elles sont probablement encore un petit peu déceptives. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais en fait, c'est normal, comme toute nouvelle technologie. Au début, c'est pas ouf, et puis après, ça s'améliore. Mais je pense que voilà, l'interface vocale, c'est la plus naturelle, c'est la plus simple, c'est sûr. Enfin, voilà, personnellement, je suis persuadé que ça va continuer à se développer. Maintenant, le challenge, ça va être d'avoir une compréhension de langage qui est adaptée, qui comprend bien les utilisateurs. Je pense aussi que la prochaine étape aussi dans les assistants, de manière générale, que ce soit écrits ou vocaux, ça va être d'arriver à mélanger des compétences totalement différentes. Comme je disais, nous, on est très spécialisés dans le domaine du voyage. Mais après, arriver à avoir un bot qui répond autant à des questions sur ton prochain voyage que sur ton assurance chez toi, c'est plus complexe. Donc je pense que voilà, l'étape suivante aussi des assistants, ça va être de cette généralisation des compétences. Ok, parce que c'était un peu ma question, est-ce que tu penses que on va dans une direction où on va avoir un assistant pour tout, ou ça va plus ressembler typiquement à tout ce qui se fait en application sur smartphone, où on préfère avoir une interface différente? Là, on est encore dans la première étape de spécialisation, et où tu vas avoir un bot ou un assistant pour chaque truc. Il y a les assistants vocaux de Amazon, de Google Home, qui permettent d'avoir différentes compétences, mais finalement, chacun construit sa propre compétence, qui après est centralisée sur Google, Alexa, tout ça. Donc, je pense que de toute façon, les assistants généralisés, ils seront détenus par les gros acteurs de la tech.
parce que ce sera très compliqué pour une start-up qui démarre d'arriver à traiter plein de sujets à la fois. Et de toute façon, la philosophie de ces acteurs, c'est justement de bénéficier de la créativité de tous les développeurs et de toutes les petites startups qui montent justement des assistants très différents les uns des autres pour en faire un seul qui soit capable de répondre à tout. Maintenant, on a joué avec ces assistants-là, il y a encore plein de choses à faire évoluer. Je pense que ces boîtes sont... Enfin, voilà, que ce soit Alexa ou Google Home, il y a encore plein de choses à améliorer. Aujourd'hui, c'est en mode bêta, je dirais, pour l'instant. Okay. Tu ne te vois pas te brancher à Google Home? Ah si, complètement. Ouais, on est en train de travailler dessus chez Destigo, on le fait, c'est clairement dans le futur des bots. Et d'ailleurs, tu parlais de Voyage SNCF. Voyage SNCF a déjà un assistant vocal dans l'application. Maintenant, ça s'appelle Oui SNCF. Dans l'appli Oui SNCF, il y a un assistant vocal qui est très spécialisé. Hein. Tu ne peux pas lui demander 50 choses. Hein. Tu lui demandes, je crois que c'est c'est pas des itinéraires, mais c'est les billets pour d'un point A à un point B, quoi, grosso modo. Okay. Voilà. Salut. Moi, j'ai une question. En fait, je travaillais pour un grand acteur de l'intelligence artificielle il y a quelques mois. Et en fait, on s'est rendu compte que même si on faisait des super chatbots, des trucs comme ça, on s'est rendu compte que les gens ne l'utilisaient pas derrière. Est-ce que vous avez aussi ce problème-là et comment vous arrivez à un peu le régler, quoi? C'était qui IBM. IBM, ok. Aujourd'hui, les chatbots ont besoin, pour être lancés, d'une communication. Parce qu'en fait, c'est pas encore dans les usages, c'est pas encore ancré dans les usages comme les applications. Donc en général, ça a besoin d'être accompagné par de la communication. Nous, on aide justement les boîtes avec qui on bosse à faire cette communication. Mais c'est vrai qu'il faut un petit effet d'entraînement. Maintenant, encore une fois, je pense que les bots qui réussiront le plus et qui seront le plus utilisés, c'est ceux qui ont un vrai intérêt, qui apportent une vraie valeur ajoutée à l'utilisateur. Et donc c'est à ça que les entreprises doivent réfléchir, c'est qu'est-ce que je peux fournir par chatbot qui sera mieux ou qui sera plus intéressant que ce que j'ai déjà sur mon appli. Et en quoi ce sera mieux par chatbot. Donc il y a vraiment ce travail à faire, je pense, pour arriver à accrocher des utilisateurs. Et il y a aussi un deuxième outil qu'on a pour accrocher des utilisateurs, c'est avoir des fonctionnalités qui sont récurrentes. Donc, par exemple, faire du push, t'abonner à une ligne de métro, par exemple, pour être informé des perturbations, ce genre de choses. Ça permet d'avoir des utilisateurs récurrents qui vont venir continuer à utiliser le bot. Nous, tous les utilisateurs qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur la RATP, de temps en temps, on leur push un message pour les informer des nouvelles fonctionnalités qu'on met en production. Et donc, pour voilà, ils viennent tester les nouvelles fonctionnalités. Et je pense que c'est un travail de communication qui est important aujourd'hui pour les chatbots. On est encore dans une phase où c'est des early adopters. Et du coup, moi, c'est un bon segue sur une autre question que j'ai. Souvent, je trouve aujourd'hui le chatbot, ça reste un peu un véhicule pour une intelligence derrière, pour comprendre ce que l'utilisateur veut, ce qu'il nous demande. Et est-ce que tu penses que c'est souvent sous-estimé, le travail qui se passe derrière pour créer une database, pour enregistrer les demandes de l'utilisateur et pouvoir lui redonner quelque chose qui est vraiment précis? Et du coup, quand on se lance en startup aujourd'hui, est-ce qu'il y a peut-être combien de travail est-ce que ça représente en fait? Alors, ça dépend beaucoup de la complexité du chatbot qu'on fait. Nous, notre grande difficulté aujourd'hui avec les entreprises avec qui on travaille, c'est finalement de se connecter à leurs données. C'est de se connecter à leurs API, d'avoir accès à leurs données et donc de pouvoir fournir des données en temps réel ou alors des données actualisées aux utilisateurs. Et ça, finalement, c'est pas très compliqué à faire de notre côté. Avec notre techno, on peut se brancher à des API hyper facilement sans code. En revanche, le temps qu'il faut parfois pour débloquer des accès chez ces grandes boîtes, parfois les remodeler un peu parce qu'elles sont pensées en interne parfois et pas du tout à l'externe. Ça, c'est un vrai travail de fond que les entreprises ont à faire. Alors les startups en général, elles sont toutes hyper... voilà, elles ont des API RESTful, tout se passe bien, c'est hyper clean. Mais les grosses boîtes qui existent depuis des dizaines d'années, en général, elles ont une technologie un peu ancienne qu'il faut mettre au goût du jour.
Moi, j'ai une autre question, mais après, on rentre dans une nouvelle catégorie. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai, Edouard. Je pense qu'on arrive à la fin du talk. Peut-être une dernière question. Dernière question. De ma part, j'ai vu sur ton profil LinkedIn, et du coup, d'un côté plus perso, que tu étais investisseur. Comment devenir investisseur en start-up? Comment se lancer? C'est une bonne question. J'ai eu la chance d'avoir un peu de sous de côté à un moment donné de ma vie où justement je voulais rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, je pense que pour être investisseur, faut que tu aies des sous à vouloir perdre. Faut que tu te dises que ces sous, tu les reverras peut-être pas en tant que business angel. Donc je me suis... Voilà, j'ai eu cette chance-là à un moment donné de ma vie de me dire je peux mettre un peu de sous dans des boîtes en lesquelles je crois. Il se trouve que c'était des gens que j'avais dans mon entourage qui avaient fait aussi des formations dans l'entrepreneuriat et qui avaient des projets que je trouvais géniaux. J'ai eu aussi la chance de demander conseil à un cabinet d'avocats assez connu qui s'appelle 1134 et en particulier à Serge Vatine qui m'a pas mal aidé sur cette démarche-là. Qui d'ailleurs, le cabinet d'avocats qui maintenant s'appelle Bold, il me semble. Voilà, je fais leur pub au passage, qui est d'ailleurs notre cabinet d'avocats chez Destigo. Et donc j'ai eu la chance qu'ils me conseillent et qu'ils m'aident parce que je pense que j'aurais fait des grosses conneries s'ils ne m'avaient pas dit fais attention à ci, fais attention à ça. Donc voilà, je pense qu'il faut juste faire des rencontres intéressantes avec des gens en qui on croit, poser les bonnes questions et s'assurer qu'on ne fait pas une grosse bêtise, s'assurer de quelques gages de crédibilité, comme par exemple voilà, le background des fondateurs, savoir ce qu'ils ont fait avant, savoir qu'est-ce qu'ils ont construit jusqu'à présent et en combien de temps ils l'ont fait, quelle est leur vision. Je pense que c'est très important de connaître la vision d'un entrepreneur pour savoir où il se dirige et même si elle est encore floue, qu'il ait une idée des 2-3 prochaines années à venir. Voilà, c'est des gages de sérieux et après, honnêtement, c'est du gut feeling. Moi, c'était des gens en qui je crois, en qui je croyais et en qui je crois toujours, et voilà. Et si jamais je perds l'argent que j'ai mis dans leur boîte, tant pis, j'aurais appris et j'aurais vécu un bon moment avec eux aussi dans la création de leur boîte. Donc voilà. Super. Merci beaucoup, Ilias. Merci à vous. Merci à toi. Bonne soirée tout le monde. Tu restes un peu, toi? Ouais, je reste un peu. Vraiment, je pense que le plus important, c'est de rencontrer les bonnes personnes, d'être entouré des bonnes personnes. Et après, d'être persévérant, même quand vous prenez des claques et que ça se passe pas bien, de se dire qu'il y a toujours moyen de persévérer et de percer d'une façon ou d'une autre. Parfois, il faut se remettre en question et pivoter et changer fondamentalement ce qu'on est en train de faire. Mais en persévérant, on y arrive toujours. Voilà. Cool. Merci, Ilias. N'hésitez pas. Bonne soirée.